my head gets heavy, I turn off the lights. I swear that these walls get me, and I'ma be fine. In this messy room, I don't have to think of you. There's too much for me to do. I don't have to face the truth. Here in this messy room, there's nothing for you to see. In my chaos I found peace. Only safe place I can be. In this messy room, 'cause I hold my thoughts are just like my room inside. There's stains in my carpet I can't see, covered up by the dumb shit I keep. I live in two places at once, in my head and in this rut. People got a lot to say about me, they don't know what I need. In this messy room, I don't have to think of you. There's too much for me to do. I don't have to face the truth. Here in this messy room, there's nothing for you to see. In my chaos I found peace. Only safe place I can be. In this messy, 'cause I hold my thoughts are just like my room inside. I hold my thoughts are just like my room inside. Bad habits, 'cause of my mind. Something's gotta give, so I can. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Débris Sport. On va revenir pendant une petite heure sur l'actualité sportive depuis mercredi soir. Pour débuter cette émission, nous retrouvons des chroniqueurs que vous commencez à connaître. Corentin, Bastien et Louis, bonsoir à tous les trois. Salut à tous. Oui, bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints. Et oui, Timothée, comme tu disais, il s'est passé de nombreuses choses dans l'actualité sportive, avec le gros match de Arsenal face à Manchester United, le biathlon et même l'Open d'Australie. Mais avant tout, on va peut-être se pencher sur les championnats du monde de handball, Corentin, avec la France qui a gagné ce match un peu compliqué. Ouais, l'équipe de France qui a affronté l'Espagne hier, le premier choc, on va dire, de ces championnats du monde de handball. Et les Bleus se sont imposés sur un score très serré, 28-26. C'était un match dans l'ensemble très compliqué pour les Bleus et même pour les Espagnols, avec un gros manque d'efficacité des deux côtés, mais on a vu deux très bons gardiens, notamment Vincent Gérard, dont il a été l'auteur de 16 arrêts dans ce match. Donc voilà, les Bleus qui enchaînent une 6e victoire sur 6 dans ce mondial. La France qui a eu du mal, notamment en début de seconde période, avec 3 buts de retard à 2 reprises. Oui, alors que la première mi-temps s'était achevée à 13-13, où vraiment c'était très très compliqué pour les Bleus. Et on venait de se prendre une remontada, je crois qu'il y avait 13-9 ou quelque chose comme ça, juste avant. Juste avant, une petite remontada, il a failli avoir un but dans les derniers instants de la première période, mais les Bleus qui se sont remotivés et qui ont réussi à gagner ce match avec les triples, j'ai envie de dire. Petite rectification, il y avait 12-10 et ensuite il y avait 12-10. Ça a fait 13-12, un truc comme ça. Enfin, il y avait 12-12, ouais. 13-12. Voilà. Ok, et donc voilà, c'était très compliqué pour les Bleus, mais qui terminent en tête du groupe 1. Et qui vont affronter, alors on le saura ce soir aux alentours de 22h, mais qui vont affronter soit l'Allemagne, soit la Norvège. La Norvège, c'est quand même du très très costaud. Et même l'Allemagne. Même l'Allemagne, un peu moins quand même, mais on va dire que si c'est la Norvège, ça s'annonce compliqué. En plus de cela, si les Bleus battent la Norvège ou l'Allemagne, ils affronteront potentiellement la Suède. Et on a eu des gros favoris. Ouais, et on a eu le retour, du coup, on le voit derrière nous, d'un joueur majeur de l'équipe de France. Ouais, dit quand même qu'il était de retour de blessure. On pensait pas que ça allait être aussi rapide. On a vu qu'il était quand même un petit peu physiquement en dessous par rapport. On voyait qu'il était de retour de blessure, c'était logique, mais qui a tout de même fait une bonne prestation. Il est sorti assez tôt dans ce match. Mais voilà, ça s'est soldé par 4 buts, donc ce qui est quand même à noter. Et du côté espagnol, on avait Fernandez qui a mis 7 buts, qui était élu homme du match. Alors pour moi, ça reste Vincent Gérard, parce que quand tu fais 16 arrêts sur 45, quand tu es gardien de hand, ça reste quand même assez hors norme. Et il a vraiment été un acteur majeur de ce match. Ouais, c'est quand qu'on va retrouver le prochain match, du coup, France contre Allemagne, où on a la date ou pas? Ouais, c'est ce mercredi. Donc voilà, d'ici 2 jours, coup, soit l'Allemagne. Les quarts de finale.
ce sera le début des quarts de finale, ça y est. Ouais. Ok, bon bah merci, on suivra ça et on vous tient évidemment au courant. Maintenant on va faire un petit point quand même sur l'Open d'Australie qui continue maintenant, on vient d'entrer dans la deuxième semaine de compétition et il s'est passé beaucoup de choses depuis mercredi. On voit sur les télés Caroline Garcia qui était la dernière française en lice qui s'est fait éliminer après quand même un beau parcours. Même si c'est pas forcément ce qu'elle espérait, elle s'est fait éliminer par la polonaise Magda Linette qui est aux alentours de la 40e place mondiale, donc quand même une surprise de voir la française éliminée. C'est un peu dommage pour elle qui rêve toujours de remporter son premier grand chelem. On le rappelle, elle avait remporté le Masters l'année dernière et beaucoup de tournois et elle avait aussi atteint la demi-finale à l'US Open, donc vraiment un très très beau... Ouais, et puis elle a dit qu'elle n'avait pas réussi à gérer ses émotions, donc c'est peut-être ça qui a joué sur ce match. Enfin, ouais. J'ose espérer que c'est à cause de ça, parce que c'est vrai que... Et il y avait aussi pas mal de pression sur elle, des médias français notamment qui attendent ce nouveau grand chelem, alors que les Français et les Françaises n'ont pas remporté de grand chelem depuis 2011 et Marion Bartoli à Wimbledon, donc ça commence à faire long. Mais en plus de Caroline Garcia, une autre surprise, grosse surprise, l'élimination de Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, largement favorite et qui a dominé entièrement la saison 2022 de tennis. Qui a été éliminé, tout comme Coco Gauff qui prétendait également à la victoire finale, et aussi à noter l'élimination de Linda Fruhvirtova. Donc elle tourne autour de la 80e place mondiale, mais elle n'a seulement que 17 ans. Voilà, c'est un espoir du tennis tchèque elle est aussi épaulée de sa petite sœur Brenda qui a 15 ans, c'est la génération 2007. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais incroyable. Et qui disputait également l'Open d'Australie, qui s'est fait éliminer au premier tour, mais c'était quand même une très belle performance pour elle de se qualifier. Ou encore Sarah Bejlek qui a 16 ans je crois et qui était également dans le tableau. Donc voilà, la génération tchèque vraiment à regarder de très très près. Et même là, ce qui est surprenant avec l'Open d'Australie, c'est que là, pour les prochains tours, il n'y a plus du tout de grosses têtes de série. Il y en a quelques-unes. On va voir justement le tableau des quarts de finale. En tout cas, les favorites sont plus là. Les femmes, c'est souvent ça. Hein. C'est souvent des surprises. Et c'est à l'image du tennis féminin, surprise sur surprise, cet Open d'Australie. Et on voit dans ce tableau d'abord en haut à gauche le choc Rybakina-Ostapenko. Rybakina qui a gagné du coup contre Iga Swiatek 6-4, 6-4 au tour précédent. Elle défiera du coup Jelena Ostapenko, qui est une joueuse assez marrante à regarder jouer, parce qu'en fait il y a des matchs où elle est vraiment pas dedans, elle fait que des fautes, et son match par exemple contre Coco Gauff au tour précédent où elle fait que des coups gagnants. Donc ça sera un match intéressant à suivre entre deux joueuses qui ont déjà remporté les tournois du Grand Chelem. Si elle joue son meilleur tennis, je pense qu'elle peut peut-être aller chercher cet Open d'Australie. Ostapenko ? Ouais. Elle reste une outsider de son Roland Garros. 2017, c'était en 2017 quand même, donc ça remonte un petit peu. Ensuite, on a Pegula qui est maintenant la joueuse la mieux classée dans ce tableau, qui est 3e mondiale et qui est peut-être la favorite pour remporter ce tournoi, qui défiera Victoria Azarenka, voilà encore une joueuse très expérimentée, à l'image de Karolina Pliskova, ancienne numéro 1 mondiale, qui revient, qui n'était pas là l'année dernière et qui a enchaîné un peu les blessures, qui affrontera du coup Magda Linette, la polonaise qui a battu Caroline Garcia. Ensuite, on aura également une autre prétendante, Aryna Sabalenka, au titre final, voilà, qui jouera contre Donna Vekic, qui est une autre surprise de ces quarts de finale. Et du côté homme, on va revenir un peu plus longuement sur les matchs, sur les affiches des quarts de finale. Un peu moins de surprise, même s'il y a quand même les éliminations de Medvedev. Auger Aliassime quand même. Auger Aliassime qui s'est fait d'ailleurs éliminer contre Jiří Lehečka. On va revenir d'abord sur Khachanov Korda. Voilà, si on peut voir un gros match. Voilà, un match entre deux gros punchers, très grands joueurs, des très gros physiques, entre un jeune Sébastien Korda qui s'annonce comme la relève du tennis américain, et Karen Khachanov qui enchaîne les quarts de finale en Grand Chelem. Qui a un très très bon joueur russe et qui est très puissant, qui a un très bon service. Donc ça sera un match qui s'annonce très très rude. Ensuite, le deuxième match, si on peut voir sur les télés. Merci. Stefanos Tsitsipas, qui est sûrement pas le favori, mais le deuxième favori de cet Open d'Australie derrière Novak Djokovic, qui défiera la surprise de ces quarts de finale, Jiří Lehečka, qui est également une grande surprise, qui a battu du coup Félix Auger-Aliassime en 4-7, et qui est un jeune tchèque. La génération tchèque qui arrive est vraiment incroyable. Ensuite, sur le troisième match,
si on peut l'avoir, merci. Ce sera le choc du coup de ces quarts de finale, un choc entre top 10. Novak Djokovic qui a d'ailleurs tout à l'heure battu De Minaur. Ouais, Alex de Minaur. Alex de Minaur qui était à domicile et il l'a complètement éteint sur le central de l'Open d'Australie. 6-2, 6-1, 6-2, voilà, contre de Minaur qui est aussi un jeune Australien qui a pas mal de potentiel. Et enfin, une affiche un peu plus surprise entre deux Américains. Ben Shelton qui est, je vais vous parler un peu plus tard de son parcours, mais c'est un parcours vraiment incroyable, et Tommy Paul, un Américain qui est assez régulier et qui s'est implanté maintenant dans le top 30. Alors Ben Shelton, il a un parcours assez incroyable parce qu'il y a à peine un an, il était 700e joueur mondial et il jouait dans la ligue des étudiants américains dans les ligues inter-universités, et il avait d'ailleurs fait gagner son université. Mais voilà, c'est un fils de tennisman. Il a dit qu'il voudrait jamais faire de tennis de sa vie parce que en fait c'est à son père, mais il a été pris par le tennis. Et donc maintenant il impressionne, et il y en a même certains qui disent que ce sera le Carlos Alcaraz de 2023. Faut pas se précipiter quand même. Faut pas se précipiter, mais c'est un joueur très physique qui se déplace très bien. Il est très bon à la volée, il sert très bien, il est bon en fond de court. Enfin, il a la palette complète d'un joueur de tennis aujourd'hui. Donc voilà, pour ce petit point sur le tennis, ce sera à suivre à partir de cette nuit. Donc toujours en Australie à partir de 1h. Et ça s'annonce vraiment incroyable. Merci Timothée. On va passer tout de suite au football avec l'affaire qui a un peu surpris tout le monde, avec en Serie A la Juventus, Bastien, qui a pris des points de pénalité. Oui, difficile d'être supporter de la Juventus en ces moments après l'humiliation contre Naples 5-1 et la FIGC, donc la cour d'appel de la fédération italienne, qui a annoncé un retrait de 15 points pour la Juventus. Donc c'est une histoire un peu longue qui date depuis 2021. En fait, il faut savoir qu'il y a deux justices. Il y a la justice sportive et la justice normale, ordinaire, on va dire. Et la justice sportive, elle avait déjà fait un procès, mais elle avait acquitté. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs clubs de Serie A et beaucoup de dirigeants qui étaient touchés par cette affaire, et elle a acquitté tous les clubs, sauf que la justice ordinaire, justement, elle a continué l'histoire et elle a réalisé des perquisitions au sein de la Juventus, et elle a trouvé des documents un peu compromettants, des paroles, etc. Mais donc, au sujet de quoi? Au sujet de transfert? Au sujet de contrat? Au sujet des fraudes des transferts. En fait, ils ont essayé de un peu gagner de l'argent, on va dire, sur les transferts, et de falsifier un peu les documents. Ça s'appelle des fraudes comptables, donc sur les transferts de 2018 à 2021. Et du coup, le procès, il a été réouvert. Et le procureur, il avait demandé à la base un retrait de 9 points, mais le juge, il a clairement dit que c'était pas une sanction assez élevée, et il a donc mis une sanction de 15 points. Donc la Juventus qui peut tout de même faire appel au comité sportif olympien italien, et on aura la réponse d'ici 1 à 2 mois. Donc soit la sanction sera totalement enlevée, soit les 15 points seront retirés. Ouais, ça semble compliqué quand même pour la Juventus. Si on peut voir le classement, du coup maintenant la Juventus qui pointe à la 9e place. Voilà. Il s'éloigne encore plus de la Ligue des Champions. Je sais pas si on peut dire que la Ligue des Champions c'est déjà terminé, mais ça s'annonce très compliqué. Mais après, pour la Coupe d'Europe, ça semble encore jouable. Justement, c'est le premier débat de la journée. Est-ce que la Juventus, malgré son retrait de points, peut encore espérer se qualifier pour l'Europe? Dans ce débat, il y a Louis qui pense que oui, la Juventus peut se qualifier, et Corentin non. Corentin, pourquoi tu penses que la Juventus ne peut pas remonter dans le classement? Alors déjà, je voudrais qu'on définisse une chose. Qu'est-ce que pour vous la Coupe d'Europe pour la Juventus? La C1, C3, C4. C4? Oui. C'est une Coupe d'Europe. Parce que pour moi, voilà, j'exclus la C4 pour la simple et bonne raison que quand tu t'appelles la Juve, c'est soit l'Europa League, soit la Ligue des Champions. Donc on va dire, allez, pour la Ligue Europa, admettons, il faut que tu arrives 5e ou 6e, je crois. 6e. Pour jouer les barrages. Le classement, peut-être 6e pour jouer les barrages. Donc t'es même pas sûr. Le classement, on voit les... Et le problème, c'est que quand tu vois que la Juve n'arrive même pas à battre l'Atalanta à domicile, c'était le cas hier où ça s'est terminé par un 3-3, je me dis que c'est quand même inquiétant sur le plan sportif. Tu te prends une raclée contre Naples 2 semaines avant, tu fais ça face à l'Atalanta, tu as les 15 points qui sont retirés, qui te mettent 9e à
12 points en plus de l'Atalanta, ce qui est quand même énorme. Il faut le dire, mais ils sont à 7 points de la 17e place. Parce qu'en fait, il y a très peu d'écart entre le 9e et le 17e. Après, pour la relégation, c'est quand même un peu loin. Mais ce que je trouve, c'est que oui, la Juventus va remonter, ça c'est sûr, mais il faut pas oublier que devant, ça carbure. Enfin, je veux dire, on a là, pour moi, le top 4 est injouable, dans le sens où Rome... Même l'AS Roma ? Ah ouais, non, mais Rome, cette année, c'est pareil. Hein. Comme j'ai dit, ça carbure. C'est les deux Milan, c'est pareil. Naples, n'en parlons pas, ça part pour être champion. Donc, la Ligue des Champions, pour moi, c'est injouable. La Ligue Europa, peut-être, mais ça va être très, très compliqué. Et toi, Louis ? Pour moi, ils peuvent le faire. Du coup, si on parle d'Europe, il y a l'Udinese qui est 7ème. Ils sont à 5 points. 5 points, c'est totalement jouable. Ils peuvent le faire. On parle de la Juventus. Au début de saison, ils n'étaient pas du tout dedans. C'était une Juve qui se cherchait, avec un Allegri qui revenait, etc. Mais là, je trouve que vraiment, ils ont trouvé des joueurs, une compo qui leur va bien. Et ils carburent. Alors, il y a eu le 3-3 contre l'Atalanta, le 5-1 contre Naples, mais il y a un 2-0 contre l'Inter. Donc, ils arrivent quand même à jouer contre le top 4 et ils peuvent le faire. Et pour moi, ils peuvent aller sur une série d'invincibilité et aller chercher l'Europa League. Et avec beaucoup de chance et beaucoup de talent, la 4ème place, pourquoi pas. Surtout au vu de Udinese, je sais pas si je le prononce très bien, mais c'est quand même une profondeur de banc vraiment limitée pour peut-être la deuxième partie de saison. Là, sur leurs 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, 1 match nul, 1 victoire. Bon, une victoire ce week-end, mais ça reste quand même assez faible sur le papier. Bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise et d'une qualification de Udinese en C4 ou en C3 même, mais ça paraît un peu compliqué quand même. Moi je pense qu'il n'y a même pas de question à se poser. La Juve ne peut pas jouer la Ligue des Champions. Déjà à l'image des dernières années, c'est pas une équipe qui fait rêver. Bon, elle a un peu accroché Paris cette année, mais bon, c'était pas non plus exceptionnel. Et déjà ils ont des points de retard et en plus avec déjà l'affaire elle est même pas terminée. Il y a une autre affaire qui est en train d'arriver sur les salaires. Je suis pas sûr que les joueurs ils se sont exprimés d'ailleurs et je suis pas sûr que l'ambiance soit au meilleur et le collectif soit exceptionnel. Et puis pour revenir aussi sur l'affaire, ce qui peut être motivant aussi pour la Juventus, c'est que du coup ils ont pseudo plus rien à perdre. C'est-à-dire que même si ils ont les 15 points et que la décision n'est pas encore définitive, ils peuvent que faire mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc ça peut être aussi oui, ils pourront pas avoir pire. Oui, c'est ça. Donc 15 points, je pense que c'était le maximum. Donc Et puis il y a le retour de Chiesa, faut pas l'oublier. Évidemment. Et il y a des joueurs comme Moïse Kean, Danilo, Cecchini qui sont des bons joueurs, des tauliers et qui maintiennent cette Juventus. Et Allegri, c'est un meneur d'hommes. À l'AC Milan et à la Juventus, il l'a bien montré. Donc pour moi, ils peuvent le faire. Et comme je dis, avec beaucoup de chance, mais avec beaucoup de talent, ils peuvent aller crocher la Ligue des Champions. L'AS Roma, pour moi, c'est un peu fébrile. Je les sens pas dedans. Au niveau des buteurs, c'est compliqué. Non, pour moi, ça peut. Il y en a un des 4 qui peut tomber. On oublie l'Atalanta aussi. Oui, aussi. Oui, bien sûr, l'Atalanta et aussi la Lazio qui a 1 point derrière l'Atalanta. Non, la Lazio, ça n'ira pas dans le top 4. Qui a 3 points de l'AS Roma, donc ça fait quand même 3 candidats potentiels pour la 4ème place au classement, et donc ça semble quand même très compliqué pour la Juventus. Ouais, puis même là, tu parlais d'effectifs pour la Juve, je suis entièrement d'accord. Hein. Ils ont un très très gros effectif, mais le problème que je trouve avec cette équipe cette saison, et même depuis la saison dernière, c'est qu'ils sont très irréguliers. Comme tu l'as dit, t'as la défaite 5-1 contre Naples, ensuite t'enchaînes avec une victoire contre Milan où tu te dis waouh, ça y est, ça reprend, et puis ensuite le nul face à l'Atalanta. Enfin, ça résume bien en fait la Juve des 2 dernières années, voire même plus. Après, faut pas dire non plus que l'Atalanta est une mauvaise équipe. Ils sont quand même 5e du championnat. Je dis pas le contraire, mais c'est des concurrents directs pour l'accès à l'Europe. Oui. C'est ça le problème. Mais un nul contre l'Atalanta, c'est pas non plus un mauvais résultat, mais c'est sûr que ça les perd encore. Ça les aide pas. Bien sûr, c'est les matchs qu'il faut gagner, quoi. Oui, en plus t'es à domicile, donc c'était vraiment un match à gagner. Ouais, mais pour revenir sur l'Europa League, peut-être Bastien, est-ce que tu penses que c'est jouable du coup d'accrocher peut-être l'Atalanta, la Lazio ou Udinese qui pourquoi pas, mais déjà je pense qu'ils iront chercher la C4 sûr. Mais bon, la Juventus jouer la C4 c'est un peu décevant. Oui. Et après là ils ont quand même plus de 10 points de retard, donc ça va quand même difficile à combler. Mais après pourquoi pas, en vue de l'effectif, c'est 11 points de retard sur la pour la C3. En vue de l'effectif, ils ont l'effectif pour le jouer. Après, histoire à suivre, faut voir toutes les affaires quand elles seront terminées. Bien sûr. Et si les joueurs ont envie de continuer réellement
à jouer pour aller chercher quelque chose. Ouais. Ouais, je pense que Mais ça va le faire, ça. La Juventus, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, peut-être ça a un peu chuté, peut-être même ça fait plusieurs années. Ouais, ça fait plusieurs C'est, années. Quand même. C'est sur un nouveau cycle. Ouais, c'est un nouveau cycle et il faut passer à autre chose. On va revenir justement sur Cristiano Ronaldo. Voilà, la petite transition sur le match Paris Al Nasser qui s'est disputé du coup. C'était il y a 2-3 jours. Ouais, c'était ce week-end. C'est ce week-end. Voilà. Ouais, bah dans le cadre de la potentielle dernière confrontation entre les deux joueurs qui ont marqué notre destinée dans ce foot, donc Ronaldo et Messi, on a eu affaire à un match assez exceptionnel et très très dynamique avec plein de rebondissements qui a abouti à un résultat un peu commun avec un 5-4. Donc on a eu un festival de buts avec un doublé de Ronaldo, dont un sur penalty. Bon, penalty ou pas, on ne sait pas. Et on a eu aussi un but de Messi et de Mbappé. Malheureusement, Neymar n'a pas réussi à trouver les filets et a loupé son penalty. Ouais, Tout le monde a marqué en tout cas. Ouais. Si c'est le match qu'on voulait voir, en tout cas, c'est le scénario parfait. Une belle promotion pour l'Arabie c'est ça, Saoudite. Et avec Franchement, Cristiano Ronaldo, homme du match aussi, grâce à tout était réuni, j'ai grâce à ces l'impression. deux buts. Ouais, c'est sûr. Tout est parfait. C'est vrai Ouais, que On a quand même eu affaire à une très, très belle attaque du Paris Saint-Germain. Déjà parce que Al Nassr, ils ont essayé de jouer et ils ont laissé des espaces. Et Messi, Mbappé et Neymar, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment les espaces, ils aiment jouer. Mais on a quand même eu affaire à une belle équipe d'Al Nassr qui s'est bien défendue. attention, c'est pas Al Nasser. C'était Al Nassr, Riyad. Oui, ouais. mais Oui, c'est une grande majeure c'était partie. c'était similaire. Et ils sont bien défendus, ils ont joué jusqu'au bout et ils ont failli aller chercher le nul, mais malheureusement ils ont perdu. Et puis j'ai adoré par contre le match de Cristiano. Non mais je trouve qu'il faut souligner quand il fait des bons matchs. On l'a tellement taillé sur ce plateau qu'au bout d'un moment il faut reconnaître quand il fait des grands matchs. Et j'ai retrouvé un Cristiano que j'avais pas vu depuis au moins les années Real Madrid où ils font le triplé avec des dribbles exceptionnels. J'ai le souvenir là du petit pont qu'il met sur Carlos Soler, c'est très beau. incroyable. Parce qu'on dit que voilà avec la vieillesse il commence à être de moins en moins technique. Il a prouvé sur ce match-là qu'il avait encore une belle réserve au niveau des. Mais on sent qu'ici, de toute façon, dans ce club, il a l'air heureux. On le voit avec le sourire sur le terrain comparé à United Il ou est sur plus les épanoui. On a vu le salaire. Ouais. Et on voit aussi que le club joue. Enfin, tous les ballons vont sur lui, en fait, vont vers lui, et que tout le monde veut jouer pour lui. Ah, quoi. moi, Et il a ça, même c'est tenté une logique, hein. retournée. Ça rappelait des souvenirs, C'est franchement. sûr. Après, moi, je suis toujours dans l'idée de dire que Ronaldo en Arabie Saoudite, c'est quand même assez triste de le voir là. Et là, il fait un bon match contre Paris, d'accord. Mais c'est plus géopolitique qu'autre chose. Oui, non, mais ça reste un match amical, un peu anodin. J'ai pas envie de dire qu'il est trafiqué le match, mais voilà, on sait pas Non, trop. c'est le match des voisins pour savoir qui est la plus grosse, sans être vulgaire, mais c'est le match entre le Qatar et l'Arabie Saoudite camouflé en fait. Oh, vous êtes sévère quand même. C'était un match agréable, Non mais je dis pas de tension. Je dis pas le contraire. On a mais eu une belle confrontation. Oui, mais c'est peut-être ça le truc. C'était un match de gala. Oui, un match de gala. Ouais, C'est l'objectif. mais tout était un petit peu réuni, je trouve, pour que voilà, Messi, Ronaldo marque, que Ronaldo soit l'homme du match. Enfin, tout était trop beau et. On va pas faire les complotistes non plus. Mais... Non, Mais non. on va passer à la prochaine rubrique, Corentin, avec du coup un petit point sur les playoffs de NFL qui sont terminés cette nuit. Un gros week-end en NFL avec le résultat du deuxième tour des playoffs, donc les playoffs de division cette fois-ci. Alors pour vous faire un rapide tour au niveau des résultats, donc Kansas City, un des gros favoris, a gagné 27-20 face aux Jaguars dans un très beau match. Mais oui, sans surprise sur le papier. À noter la blessure de Patrick Mahomes, je ne sais pas si on peut l'avoir à l'écran, qui s'est fait une entorse à la cheville. Alors lui a déclaré donc là, ce matin qu'il pourrait tout de même jouer le prochain playoff, donc les demi-finales de playoff. Alors ça reste compliqué parce que c'est dans moins de 2 semaines, une entorse à la cheville, on sait que ça peut durer. Lui se sent bien, donc pourquoi pas, on le reverra peut-être Moins en de 2 semaines, demi-finale. c'est même dans une semaine. Hein. C'est dans une semaine. Donc C'est ça dans une paraît semaine. Un peu compliqué. Ça va C'est être les compliqué. 29 et 30 janvier, 21h et minuit 30. Voilà. Parfait. Mais du coup, oui, je pense qu'on le reverra quand même parce que dans sa tête, voilà, dans son esprit, il veut affronter. Enfin, attends, t'as pas envie de louper une demi-finale de Surtout playoff. que c'est un joueur clé de cette équipe depuis le début de la saison. Enfin, Ah oui, c'est un des meilleurs quarterbacks au monde. Et bon, pour faire
Pour faire un rapide détour du côté des autres résultats, on a eu les Bengals qui ont affronté les Bills donc hier soir, c'était sur la chaîne équipe d'ailleurs, 27-10 et bon là par contre il n'y a pas eu photo, grosse domination des Bengals pendant tout ce match. Les Bills n'ont pas vraiment lutté. On a eu, alors là c'était encore pire, hein, les Eagles qui ont gagné 38-7 pour face revenir aux Giants. sur les Bills contre les Bengals, c'est quand même une petite surprise parce que les Bills avaient fini deuxième de leur conférence, les Bengals troisième. Oui. C'est pas une surprise énorme, mais ça reste quand même un résultat qui n'était pas forcément attendu. Ouais, attendu. C'était pas forcément attendu. C'est vrai que je vous avoue, moi non plus, je m'attendais pas à une si grosse domination des Bengals, mais qui n'ont pas perdu des matchs, hein, je crois. Ils ont toujours gagné dans ce match. Ils ont toujours mené. Il y a eu 14-7 à un moment donné où on pensait que les Bills allaient revenir. Et au final, non, ça a été une suprématie des Bengals qui s'imposent 27-10. Et puis, il y a eu donc les Eagles face aux Giants, 38-7 pour les Eagles. Et le dernier match de ces playoffs, c'était les 49ers face aux Cowboys de Dallas. C'était, je pense, le plus gros match de ce week-end qui s'est soldé par un 19-12, un touchdown de chaque côté. Après, ça s'est joué au jeu des 3 points. Et donc, pour les demi-finales des playoffs qui vont être du coup les finales de conférence, les conférences affiches, hein. NFC et AFC, on aura évidemment de belles affiches avec, comme vous voyez sur la gauche, les Eagles face aux 49ers et sur la droite, les Bengals face à Kansas City. Kansas qui devrait, je pense, aller rejoindre le Super Bowl qui se jouera d'ailleurs le 13 février prochain. Et donc ça nous promet de très grosses affiches. Ouais, très grand rendez-vous attendu aux États-Unis, comme le concert de la dernière Rockstar. Hein, on l'a vu hier, de tous les cas, le stade était blindé était plein, pour tous les matchs. Hein, alors que je crois que c'était les Bengals qui jouaient sous la neige. À Buffalo, c'est ça. Et on a vu le stade complètement plein. Enfin, c'était incroyable et ça prouve la ferveur qu'il y a autour du foot US là-bas. Ouais. Encore aux États-Unis, enfin du coup plutôt à Paris pour cette semaine. On va revenir sur le match Bulls-Pistons où vous en avez parlé un peu avant le match du coup qui se déroulait à l'Accor Arena et qui s'est soldé par une victoire sans surprise des Bulls, Louis. Des Bulls, dominateurs, et moi surtout les Pistons qui m'ont un peu déçu parce qu'ils n'étaient pas dedans, surtout notre Français Killian Hayes qui a fait un mauvais match, pas sur le plan de l'organisation parce qu'il fait quand même 8 passes, mais sur le plan offensif, on s'attendait il a dit d'ailleurs, il a dit mieux. que c'était juste pas son jour et puis voilà. Quoi. Bon, ça arrive, mais c'est dommage que ça arrive lors du Paris Game, mais sinon le but c'était de faire valoir la NBA en France, le basket en général, qu'il y ait du spectacle à l'américaine, et je pense que c'est tout ce qui compte. On a eu des grosses performances de Lavigne, DeRozan, Bogdanovic. Et voilà, ça a rassemblé, ça a fait plaisir. Et ça a attiré des superstars aussi du sport européen. Ouais. Exactement, même Chouamini qui a dû s'excuser d'ailleurs d'être allé là-bas. C'est vrai. Mais sinon, ça attire et ça fait... Juste pour rappeler, du coup, pour ceux qui ne savent pas forcément l'histoire avec Chouameni, en fait, le Real Madrid jouait le même soir et il s'est permis d'aller voir le match et il a été filmé évidemment par la télé, ce qui a vu le Real, et du coup, il a été obligé de s'excuser publiquement. Après, il n'était pas très discret au premier rang, c'est sûr. Il aurait pu faire mieux. Mais sinon, quand même très content de ce match. Ça fait plaisir de voir un match NBA retransmis en clair sur Canal aussi. En plus, ouais. C'est vraiment sympa. Donc, non, une bonne soirée dans l'ensemble, même si la performance n'était pas gigantesque. C'est sûr qu'il n'y avait pas une confrontation énorme entre ces deux équipes. La NBA, c'est toujours intéressant, surtout quand on a des matchs. Bien sûr. Ouais, après, il était un peu décevant ce match quand même. Enfin, franchement, je me suis pas hyper régalé. Les Bulls se sont rapidement envolés et au final, il n'y a pas eu vraiment de combat. Ils étaient dans la gestion. Ils ont fait tourner à la fin, je crois, les Bulls. Après, l'objectif du match, c'était surtout de montrer que Paris était pseudo la capitale du basket en Europe, plutôt que de faire un gros match, mais sinon ils auraient mis des plus grosses équipes, j'ai envie de dire. C'était pour le show, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est à l'américaine en fait. Bah oui. Mais oui, c'est sûr que voir les Pistons qui jouent pas grand chose du coup en cette fin de saison, c'était pas forcément le meilleur match à voir, mais bon, c'est passé. Et d'ailleurs, le Paris Games qui devrait revenir l'année prochaine à Paris, du coup, comme l'a annoncé, je crois, la ministre des Sports, un match en janvier 2024, du coup, serait attendu. Voilà, à suivre, on vous tient évidemment au courant si on a plus d'informations. On va revenir pour finir dans cette première partie avec un point sur le rugby et la Champions Cup qui s'est déroulée ce week-end. Et on a maintenant les affiches des huitièmes de finale, Corentin. Ouais, la 4e et dernière journée de la Champions Cup s'est déroulée hier. Alors on voit l'image, voilà, le stade toulousain de Romain Tamac s'est imposé 20-16 dans le choc de ce week-end face au Munster. Mais plus difficilement que prévu quand même, ils ont été menés longtemps. Ouais, ils ont été menés longtemps, mais ils parviennent à s'imposer et ils finissent deuxième de leur groupe derrière La
Rochelle. Alors ça c'est pour le groupe B. Je ne sais pas si on peut avoir les groupes à l'écran. Voilà, parfait. Alors en poule A, c'est très simple. Les 4 derniers, vous les prenez. C'est les seuls clubs français qu'il y avait dans la poule A. Donc voilà, ils finissent aux 4 dernières places. Le Loup qui parvient quand même à s'imposer et à finir. C'est prévisible. Oui, c'était. Au vu du groupe, c'était assez prévisible. Surtout pour la poule A, ouais. Ouais, mais surtout, je voulais revenir sur le cas de Castres qui a remporté le top 14 l'année dernière, qui était du coup dans le chapeau 1, un peu comme en Ligue des Champions au Ils ont pas football. vu le jour. Et donc, c'est vraiment. Ils ont vraiment pas vu une le jour. grosse déception. Ouais. Ouais, bah, ils ont pris 43 face à Exeter ce week-end, donc ça résume bien. Et puis le Loup qui a battu les Bulls 31-7 et qui, grâce à cette victoire, se qualifie pour la Challenge Cup. Donc pour les footballeurs, c'est l'Europa League du rugby. Et le Loup qui est d'ailleurs tenant du titre. Ouais, le Loup qui est tenant du titre et qui du coup va peut-être remettre son titre en jeu. Et concernant le groupe B, alors là, les 2 premiers, ce sont des clubs français. La Rochelle, tenant du titre de la Champions Cup, c'est également imposé. Et le Stade Toulousain qui finit 2e. Et voilà pour les groupes. Classement assez logique dans la poule B quand même, les 2 clubs français qui dominent le rugby. Ouais, c'est ça, c'est assez logique. Et petite déception de Leicester quand même. Ouais, c'est vrai. Qui en championnat anglais fait une très grosse première partie de saison et qui perd un match là, c'est assez décevant. Ouais, c'est vrai, c'est assez décevant. Et puis à noter Montpellier qui se qualifie dans le groupe B en faisant un match nul. Tout juste. Hein. Ouais, en faisant un match nul, ça c'est rare à souligner quand même en rugby, 21-21 face au London Irish. Et puis concernant les 8e de finale, alors on peut avoir le tableau parfait. Les 8e de finale du coup qui se joueront le week-end du 31 mars et 2 avril. Alors on aura Montpellier face à Exeter, le Stade Toulousain affrontera les Bulls et La Rochelle affrontera Gloucester, ce qui promet, ce qui logiquement devrait être jouable, très jouable pour le Stade Toulousain et La Rochelle qui devrait sans doute passer en quart de finale. Ça va être un petit peu plus compliqué pour Montpellier, je pense, même très compliqué. Mais à l'extérieur en plus. En plus à l'extérieur. Donc, compliqué, mais pourquoi pas aller chercher une surprise hein. Mais pourquoi pas jamais. Pourquoi pas, effectivement. Et je pense qu'on aura 2 clubs français au minimum en quart de finale. Ça, je pense que c'est sûr. Et Leinster aussi, qui est l'un des candidats probables pour remporter le titre, affrontera Ulster. Du coup, un match qui devrait être normalement. Ça devrait être faisable pour Leinster. Attention quand même à Ulster qui n'est pas non plus rien en rugby, mais voilà, ça devrait le faire. Et les matchs qui joueront du coup le week-end du 31 mars, ouais, c'est ça. 2 avril, c'est le week-end, le week-end là. On va passer tout de suite au jeu pour finir cette première partie. Il y a la Ligue des Champions qui va bientôt revenir dans 2 semaines. On l'attend. On attend avec impatience. Et du coup, on vous a choisi un petit jeu sur ce thème-là. On va vous demander de nous citer du coup les 12, parce qu'il y a des ex-aequo, les 12 équipes les plus titrées en Ligue des Champions. Corentin, je te laisse commencer. Le début, ça va être assez facile. 12 équipes les plus titrées en Ligue des Champions. Bon, alors, on va faire dans l'ordre. Une seule pour l'instant. Il va toutes les faire. Real Madrid, vas-y. Real Madrid, ça passe. Premier, évidemment, avec 14 titres. Milan AC. Deuxième, 7 victoires. Liverpool qui est là, 4e avec 6 victoires. Qui est 4e ex-aequo avec un autre club. Bayern, égalité. 3e, toujours 6 victoires. Je vais Barcelone. 5e. Pour l'instant, on est dans la suite logique des choses. 5 victoires pour le Barça. C'est les 10 Les 12, parce qu'il y a des ex-aequo. United qui est là, 8e avec 3 victoires. T'en fais gaffe à tes mains devant le micro. Il en reste 7 encore. Il en reste 7 clubs. L'étoile rouge de Belgrade. Non. T'as pris des risques, hein. C'est éliminé. Ils ont gagné 2 titres quand même. Ouais, mais ils ont perdu plus de finales, je crois, où ils ont fait, où c'était plus tôt. Ils sont pas dans le top 12 en tout cas. Bastien. L'Ajax. Ouais, l'Ajax qui est là, qui est 6e du coup, avec 4 victoires, la dernière en 1995. Louis, vous êtes plus que 2 du coup. Hein. Il vous reste 5 équipes, je crois. Vas-y, Louis. J'ai envie de tenter un Inter. Ouais, 7e, 3 victoires aussi. Bastien. Chelsea. Ouais, Chelsea qui est là avec 2 victoires, mais du coup plus de finales perdues que l'étoile rouge de Belgrade. Il faut qu'ils aient plus de finales perdues. Oui, enfin c'est au-dessus dans les. Oui. Si tu joues une finale, t'es mieux placé que. Ok. Ah bah j'ai pas envie. C'était pas précisé ça. Après, il y en a encore à 3 victoires. Il y a au moins 2 équipes, je crois. Si je dis pas de qu'une. Ah oui.
Plus qu'une équipe à 3 victoires. Et sinon, vous avez dit le top 7. Je me permets de réfléchir un petit peu. J'ai envie de prendre un risque. Nottingham. Qui est là, ouais, avec Dernière position. Ouais, 2 victoires également, tout comme j'ai pas envie de dire de bêtises parce que j'ai pas envie de dire une équipe qu'on a déjà dit, enfin qu'on n'a pas encore dit. Tout mais comme Chelsea. Ouais, Chelsea. Voilà. Comme l'étoile rouge. La Ah, Juve, l'étoile hein. rouge. La Juve. La Juve qui est là, 2 victoires aussi, Putain, oui, mais j'avais oublié. plus de défaites en finale. Plus l'étoile rouge toujours. Et il reste 3 équipes que vous avez pas dit encore. Changer de pays un peu. Dortmund. Oh, Non, voilà. Dortmund qui est pas là. D'ailleurs, Dortmund, est-ce que Dortmund a remporté une Ligue des Champions? Une seule, je crois. Je crois que c'est une seule. Hein. Non. Non. Moi, j'en ai pas en tête. Hein. Une seule, ouais. On nous dit. Une seule, voilà, on nous dit derrière. Ok, très bien. Est-ce qu'il y aurait pas le PSV? Non, le Eindhoven. PSV qui est pas là, Dommage. pas là dans le classement. Du coup, vous êtes pas loin. tous éliminés ou il reste Louis quand même? Non. Non, moi j'ai Ah ouais, dit. bon, on refait un tour. Alors il reste Glasgow, peut-être? Il reste non club, Glasgow qui est pas là. Il reste un club portugais. Ah bah oui. 2. Ah, ils nous disent. Ah ouais, Oh, non, ils n'ont pas dit. punaise, 2 clubs reste- portugais, ouais, pardon. bon, ouais. Et C'est un indice vraiment. Oui, et un club italien aussi. Bon, on vous donne beaucoup d'indices. Hein. Là, Oui, faut là, faire un perfect. Hein. Corentin, du coup, Ah, je rejoue. commence. italien. Bah, vous êtes tous éliminés. Je dois faire le club italien. Ah non, pas forcément. Oui, Non, L'un des deux. un clubs italien ou de deux portugais. Ça dépend si tu prends des risques ou pas. Ouais, j'ai envie de prendre des risques. Allez, de toute façon, j'ai perdu. Donc, je prends un club italien. On a déjà Ouais, dit c'est- Juve et AC Milan. Ah, c'est Juve et AC Milan. Hmm. L'Inter, ça a été dit aussi. Ouais, Inter, c'est- Ah bah. Eh bah l'Inter a déjà été dit. Du coup, il reste deux équipes portugaises. Benfica. Benfica, oui, évidemment. Benfica Ah oui. qui est là avec 2 victoires. À la suite, 1961-1962. Du coup, Bastien, pour la dernière, bon, c'est facile. Hein, là, franchement, il n'y a pas énormément de Un club suspense. Hein. portugais. il Il reste. n'y Ah, a pas énormément de suspense, mais j'hésite en fait. Vu que vous me mettez le doute, du coup. dans l'histoire, tu dirais quoi? Bah, quand dans même. l'histoire, moi j'aurais dit le Sporting. Non, c'est pas 2004. le Sporting. Ah, C'est pas le Sporting. Porto. Bah oui. Porto, ouais. Allez, Vas-y, Porto. du coup. Ah ouais. 1987 et 2004. Ouais, Bravo Louis. Victoria Guimaraes. Qui trouve la dernière équipe de ce jeu. Bon, vous avez pas été très très bon. Je suis un peu déçu. Oui, enfin, déjà, les règles n'avaient pas été dites. Oui, Excuse-nous, il fallait peut-être trouver les équipes à 3 retiendra. victoires d'abord. hein. On retiendra les j'avoue. rouges. Merci à Louis, merci à Bastien. Maintenant, on va Merci à accueillir vous. deux nouveaux chroniqueurs. Voilà, avec Théo et Alan. Alors, Merci et on va passer trois précisions. Bonsoir à tous les deux, du coup bonsoir Anne, bonsoir Théo. Bonsoir. On va tout de suite enchaîner du coup avec un petit point maintenant sur les matchs de Première Ligue avec toi Alan. On va commencer par le match le moins intéressant des deux et Liverpool-Chelsea. Ouais, un bon 0-0 des familles, comme on dit. Bon, le match, il y a énormément d'absents des deux côtés. On voit des compos plutôt improbables avec Gakpo qui joue pas à son poste, qui joue dans l'axe, alors qu'on sait très bien que c'est un ailier de métier. Nunez sur le banc qui revient de blessure. Ziyech piston droit, alors que normalement c'est Azpilicueta. Gallagher numéro 9 qui tourne autour. Aubameyang sur le banc. Koulibaly sur le banc, mais par contre c'est Moukieni Badiachil qui joue. Thiago Silva, c'est le seul pour moi dans cette équipe de Chelsea qu'on peut toujours mettre hors des critiques. Kepa Arrizabalaga, bon, il fait de son mieux, c'est pareil, mais Chelsea en fait c'est vraiment dominé. Et Liverpool qui eux n'ont pas d'excuses parce que eux ont beaucoup moins de blessés, à part Luis Diaz et Diogo Jota. C'est un match où honnêtement j'ai pas grand chose à dire parce que c'était moyen, c'était 0-0, les deux équipes se regardaient, les deux équipes savaient que si l'une d'entre elles gagnait, bah, l'écart allait se creuser et ça allait être vraiment difficile. Donc je pense que malgré tout les deux coachs sont contents de ce match nul dans les deux sais pas sens si du on peut terme. dire qu'ils sont contents d'un match nul comme ça. C'est quand même deux joueurs. Bah, ils ont tout fait pour l'avoir, Ouais, le match c'est nul, sûr, en tout mais cas. c'est deux équipes de milieu de tableau alors que ça joue normalement le top 4, voire plus. Liverpool qui pointe à la 9e position, Chelsea 10e, tous les deux à 29 points. Mais le match ronronne réellement, genre il n'y a aucun changement qui fait que on attend, je sais pas, Nunez, il rentre, il fait que défendre. Enfin, c'est pas un match où Ouais. tu te dis ouais, faut tout arracher quoi. C'est Et le gros point faible de ces 22 joueurs, qu'un joueur que j'adore, mais c'est Gakpo. Gakpo, c'est 2 sur 10 par l'équipe. Ouais. Et Chelsea,
à force, Chelsea, à force d'acheter des joueurs, ils savent plus trop quoi en faire. Une petite stat un peu triste, Chelsea c'est 12 achats et 9 victoires. Ah ouais. C'est vrai que c'est pas, Chaque victoire. c'est pas de très bons chiffres. On va passer du coup avec le deuxième match beaucoup plus intéressant, le match de haut de tableau entre Arsenal et Manchester United, un match qui s'est conclu par un 3-2 d'Arsenal. Quel match. Je te laisse faire, quel match. Je te laisse faire un petit résumé d'abord avec l'ouverture du score de Marcus Rashford sur un très très beau but. Un but à la Rashford, un but à la Mbappé, un but rapide avec une bonne frappe de balle, un joueur qu'on adore depuis de nombreuses années, mais là il revient vraiment à son prime, j'ai envie de dire. Et ça fait maintenant 10 matchs qu'il marque, il a 9 buts en 9 matchs. Exactement, ouais, c'est ça. Et en plus, on peut regarder tous ces pour le coup pour ce match ça marche pas, mais tous ses buts sont dans les 5 dernières minutes à chaque fois, donc parce qu'il est souvent sur le banc malgré tout et il rentre. Du coup là ça fait 2 semaines qu'il reprend sa place de titulaire, mais avant c'était Garnacho et voilà. Sinon Nketiah, quel joueur, qui est d'ailleurs le meilleur buteur d'Arsenal, pour ceux qui ne savaient pas, parce qu'on se serait dit Gabriel Jesus, Saka, non c'est Nketiah. Surprenant. C'est 13 matchs titulaires et 9 buts. Pour moi le joueur clé, et pas de Louis mais de cette équipe, c'est Odegaard. Vraiment c'est l'homme qui fait tout, capitaine en plus, il fait 0 erreur, il sort, il se plaint pas. Il me fait un peu penser à Messi dans son jeu, pas dans son talent, mais dans son jeu et dans sa manière de réfléchir le football. Et Saliba qui est impeccable en défense et qui a vraiment bien fait de quitter Marseille pour de vrai. Et là, il fait une saison splendide et je pense qu'on peut le placer dans le top 5 des meilleurs défenseurs centraux de cette année pour l'instant. Arsenal, sur ses 13 derniers matchs en Première Ligue, c'est 12 victoires et un match nul. Et la dernière défaite, c'était contre Manchester United, avec une défaite 3-1 à l'extérieur. Et c'était du coup le premier match en début de la saison, quoi. Et pour United, le gros manque pour moi c'était Casemiro. C'était au milieu, même si j'adore McTominay qui a fait un bon match malgré tout, Casemiro c'est cet impact mental et cet impact physique qu'il aurait tellement servi. Mais un petit point que j'aimerais aborder, c'est Weghorst, un joueur que je ne connaissais pas parfaitement, que je me disais pourquoi lui titulaire alors que Garnacho, il a rien prouvé à Manchester encore. Et un joueur qu'on a appris d'ailleurs à connaître pendant la Coupe du Monde. On en avait parlé pendant les émissions de débrief foot. Et ce joueur à la Giroud, dos au jeu, mais à la fois à l'aise techniquement, franchement c'était excellent. Et du coup il a grave alimenté notre ami Rashford et Bruno derrière. Donc franchement un magnifique match, un match que j'aurais pensé fermé, mais non, ouvert du coup avec un bon score. Nketiah qui fait le travail et qui peut même faire peur, je pense, à Gabriel Jesus quand il reviendra. Et voilà, sinon Manchester United qui est un peu stoppé dans son élan, c'était sur ses 8 derniers matchs aucune défaite en Première Ligue et qui pointe, du coup si on peut voir peut-être le classement de la Première Ligue, à la 4e place avec 39 points, égalité avec Newcastle. On pense peut-être qu'ils vont passer devant Newcastle sur leur série. Après c'est encore à voir. Arsenal qui prend encore qui prend pas d'avance parce que Manchester City a également gagné de son côté, mais qui a toujours 5 points d'avance quand même sur City. Avec un terrible Haaland. Un triplé d'Haaland aussi, ouais. Terrible. À noter. Un cyborg. Justement pour revenir sur le match Liverpool-Chelsea, là on voit que les deux équipes pointent à 29, sont à 29 points du coup, très loin de la Ligue des Champions, à 10 points de la Ligue des Champions. On peut le dire, c'est terminé pour eux pour la course à la Ligue des Champions, mais qui va finir d'après vous l'un devant l'autre à la fin de la saison? Je crois que vous n'êtes pas tous d'accord. Je les laisse commencer parce que je vais... Corentin, je crois que tu veux défendre Liverpool qui pour toi va finir devant Chelsea. Liverpool évidemment, parce que comme tu l'as dit, Chelsea a plus de rachats que de victoires, donc ça c'est une stat incroyable quand même. Non mais c'est vrai que la stat là me surprend encore. C'est quand réel, même c'est incroyable d'entendre ça et pour pas un des club comme ça. 100 millions, 40 millions. Oui, évidemment, ça fait 400 millions depuis cet été. C'est 500 millions pardon depuis cet été. C'est aberrant, franchement, c'est n'importe quoi. Mais sportivement, je pense que Liverpool peut finir devant Chelsea. Et en fait, j'ai envie de le dire, mais ils n'ont pas le choix parce que financièrement, Liverpool, sans Ligue des Champions, on l'a vu un peu partout ces derniers jours, mais ça semble très très compliqué pour le club. Ils n'ont pas eu le même rachat que Chelsea. C'est sûr, c'est pas les mêmes investisseurs. Ils n'ont pas le même budget. Non, mais si Liverpool termine derrière Chelsea, par contre, ce sera une contre-performance. Il faut être honnête, quand tu passes en 3 ans de vainqueur de la Ligue des Champions à 9e de Première Ligue,
tu prends une claque quand même. C'est triste, hein. Tu prends une claque. Quand t'es supporter de Liverpool, je pense que tu le vis mal cette période. Bah, c'est l'après-manée. Hein. Quand tu as des déclarations d'un coach que j'admire, mais qui déclare le départ de Mané, non, c'est pas grave, on avait besoin de renouveau. Sauf que c'est le joueur qui faisait tout avec Mohamed Salah. Non, tu peux pas te séparer. C'est comme si aujourd'hui Paris dit que Messi ou Neymar part et dit, ou même Mbappé, c'est pas grave, on a besoin de nouveautés. Non, tu peux pas dire ça quand un joueur aussi fort arrive. Mais après pour ces deux équipes, je voulais revenir du coup sur les absents parce que j'allais dire. La liste est colossale. Vas-y si tu veux. C'est mon argument de pourquoi Chelsea va. Parce qu'en fait, Kanté va revenir, Edouard Mendy va revenir, Reece James va revenir, Zakaria, Sterling et Félix. Ouais, ça fait du monde. C'est presque Félix qui avait juste un carton rouge d'ailleurs. Totalement, il revient le 3 il me semble. Mais c'est vraiment l'équipe titulaire presque quoi. Et franchement on peut pas. Surtout Edouard Mendy qui doit. Enfin là pas pour ce match-là en l'occurrence, mais Edouard Mendy au cage c'est quand même un monstre. Donc, et l'homme fort de Liverpool il est là, il est titulaire et il est mauvais. Hein. Même si ses stats sont bonnes, 17 buts déjà. Mohamed Salah ça a plus l'impact que ça avait. Même si... Après je pense que l'absence de N'Golo Kanté est limite, est vraiment, change quelque chose dans le jeu de Chelsea. Zakaria qui ce petit Kanté justement qui revenait et tout, mais là la petite blessure bon on verra, mais ouais non Chelsea là par contre, et j'aimerais vraiment parler de Mudryk. Je sais pas si vous avez vu son entrée. Je veux pas m'enflammer et dire oui c'est sûr, mais il a fait un très mais j'ai jamais honnêtement je jamais vu un joueur avec depuis Messi avec une telle facilité avec la balle. C'était une explosivité aussi exceptionnel. Et on en parlait il y a 5 jours, on disait qu'on s'enflammait pour 100 millions et que c'était plutôt un pari de 100 millions plutôt que... C'est vraiment tout ça qui fait quoi. que pour moi Chelsea sera devant, c'est juste pour ça. Oui, après quand même Mudryk faut pas s'enflammer, 100 millions il a très longtemps, puis même 100 millions. Il a fait une entrée en match, faut voir ce que ça donne sur la continuité. Merci pour ce débat. On va enchaîner tout de suite avec un petit point, Corentin, du coup sur la Coupe de France qui s'est disputée cette semaine. Oui, du coup ce week-end. Alors on a ce soir le Paris Saint-Germain qui affrontera le Pays de Cassel, donc ça va être un match assez intéressant. Le match qui devait se disputer ce week-end, mais à cause de la tournée du match de Paris en Arabie Saoudite, ça a été décalé. Je trouve ça honteux d'ailleurs. Clairement, parce que tu privilégies un match de gala, un match de coupe. Et surtout qu'en face c'est des boulangers et des gens qui ont un vrai travail quoi. Non mais faut dire les termes. Ils ont un vrai travail et tu mets un match le lundi soir. Qui ont un travail à côté du football. Parce que faut pas dire non plus que le football c'est pas un travail. Non mais qui ont un travail. Là le Pays de Cassel là il joue en Régional 1. Voilà. Si je peux me permettre, je joue en Régional 1 et c'est vraiment le niveau. Ils ont un travail de 8h, 19h. Professionnel, c'est même pas encore semi-professionnel. En fait, t'en as qui vont sortir du travail et qui disent. Exactement. Il y a eu une déclaration d'un joueur, vous m'excuserez, j'ai pas son nom, mais qui a déclaré j'ai dû modifier mes chantiers à cause de la date quoi. Ouais, voilà. Après je compte le Paris Saint-Germain. Oui, c'est un plaisir je pense. Puis il y a eu la déclaration comme vous l'avez dit en première partie. Et d'ailleurs petite anecdote du gardien de Pays de Cassel qui affronte pour la deuxième fois de sa carrière le Paris Saint-Germain. Il avait déjà affronté en Coupe de France avec une autre R1 avec Chambly je crois. Et donc c'est incroyable pour lui, c'est gagner au loto en fait. Ouais, pour faire un petit point du coup sur les autres résultats de la Coupe de France, donc on a Lyon qui respire enfin, j'ai envie de vous dire, en ayant une belle victoire. Après c'était contre Chambéry, mais avec un triplé de la Casette. Avec un bon triplé de la Casette. C'est même un bon sentiment je pense pour la suite. Enfin, oui. Après voilà, faut pas. Mais bien sûr c'est la Coupe de France, c'est personne en face, mais enfin personne. Je respecte Chambéry, mais voilà. Mais par contre la Casette qui met ses buts, capitaine, je pense que dans sa tête, dans le vestiaire, ça peut totalement les aider pour la suite. Quoi. Puis sur les 2 buts de la Casette, enfin sur 2 buts c'est quasiment les mêmes. C'est la même occasion. Ouais. Bah, tu vois qu'il y a de l'automatisme qui se crée de plus en plus, donc c'est bon pour la suite. Avec 2 passifs de TT. Ouais, bah, c'était vraiment la même occasion. Donc Lille qui s'est imposé également ce week-end. Alors je sais plus, c'était contre. Alors Lille, je vais te retrouver. En tout cas, on a Marseille aussi qui s'est imposé vendredi soir contre Rennes, 1-0. Lille, c'était contre Pau. Voilà, Lille contre Pau, oui, exactement, 2-0. Et Lens qui était le dernier match de la soirée, hier, qui s'est imposé. Qui confirme, qui s'est imposé 3-1 face à Brest avec un but du petit nouveau Adrien Thomasson qui vient de Strasbourg. Il va faire des ravages. Moi, je vous le dis, avec Lens cette saison en Ligue 1, il va faire des ravages. Et donc voilà pour la Coupe de France. Les tirages au sort sont ce soir, si je ne me trompe pas, c'est ça. pour les 8e de finale de la Coupe. Et donc
Et en fait, on peut dire que la Coupe de France devient petit à petit La la Coupe Coupe de la Ligue. Oui, clairement. La Coupe de Tu la voulais Ligue. peut-être revenir dessus, Corentin. Oui, bah, rapidement. en fait, c'est un petit peu l'effet, je sais pas comment on va appeler ça, mais c'est un petit peu l'effet que ça donne d'avoir supprimé la Coupe de la Ligue, c'est qu'on se retrouve avec une Coupe de France qui est jouée à 100% par les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui mettent leur équipe type en fait. Parce que quand on regarde là, le PSG ce soir arrive avec Mbappé, Neymar. Je sais pas si on se rend compte. Il a justifié ça, Christophe. C'est parce que Ouais. Christophe Galtier. C'est parce qu'en fait, là, le Paris Saint-Germain ne va pas bien, il faut dire les termes. Oui. Et du coup, il faut retrouver ces automatismes qu'on a perdus depuis la Coupe du Monde et refaire jouer les trois stars ensemble, quoi. Et puis même, il me semble, et j'en suis pas sûr du tout, mais que Christophe Galtier penserait à jouer avec les quatre, c'est-à-dire Ekitike, Mbappé, Messi et Neymar, afin d'avoir, comme avec Icardi quand on parlait des quatre fantastiques, Ouais. un joueur vraiment qui reste devant la cage, et ça sera Ekitike entre les deux centraux, et Mbappé comme il sait le faire en profondeur, autour, voilà. Ouais, évidemment, mais après, tu vois, tu parles du Paris Saint-Germain, mais moi je te parle vraiment de tous les clubs de Ligue 1. Tous Ouais, les clubs de ouais, Ligue 1 mais jouent avec c'est- leur équipe. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que malheureusement, la profondeur de banc en France, elle n'est pas exceptionnelle. On n'a pas Chelsea, on n'a pas Modric sur le banc, quoi. Oui, mais enfin, pas les mêmes moyens, hein. quand tout le monde Que se pour plaint du calendrier en disant ouais, il faut réduire les matchs, on va mettre la Ligue 1 à 18, et puis Totalement. arriver là que tu as la Coupe de France où tu as l'opportunité contre des petits clubs. Enfin, excusez-moi, mais voilà, face au Pays de Cassel, c'est le Paris Saint-Germain doit faire tourner, On peut limite le doit dire, faire. c'est un petit club, on peut le dire. Oui, c'est un club de R1. C'est pas un club professionnel, donc tu dois faire jouer soit ton équipe B, voire l'équipe C. Et même faire jouer les jeunes, c'est le moment. Faire jouer les jeunes. On Après, fait il y a- plus jouer les jeunes. Alors que c'est un question- problème à Paris justement de faire jouer les jeunes. Puis il y a le règlement aussi. Je crois qu'il faut faire jouer 7 joueurs qui ont joué dans les 5 ou 6 dernières Ouais. rencontres, quelque chose comme ça. Après, je me trompe Oui. peut-être, mais il y a quand même une question de règlement. Bah oui, après tu peux quand même faire tourner. Oui, voilà. Enfin, tu La vois. question a été posée par un journaliste. Quel 11 pensez-vous mettre et pourquoi? Et il a vraiment dit que là, la Ligue des Champions se rapproche, qu'on est mauvais et qu'il faut penser à retrouver ces automatismes avec. Il a bien appuyé le joueur Renato Sanchez, sur qui on a recruté, et on compte vraiment sur lui parce que c'est lui qui fera cette jonction entre la défense et l'attaque. Et donc, non, il faut aligner. Pour moi, c'est compréhensible. Ouais, mais après- c'est sûr que c'est triste pour le reste des équipes, mais bon, Paris veut gagner et Paris veut. Ouais, et puis, pardon. non, Et puis pas- après, sur la Coupe de France, peut-être que on n'a peut-être pas encore demandé au club amateur, mais peut-être que pour eux, c'est mieux, quitte à se faire C'est éliminer par des prestigieux, grands joueurs. gratifiant. Excusez-moi, Que, messieurs, on a enfin du coup il y a le tableau final de la Coupe de France qui est sorti. Ça y est. Il y a Lyon affrontera Lille Oh là et là vous êtes pas prêts pour ce que je vais vous dire. Il y aura une affiche Marseille-Paris Saint-Germain Oh là là en là huitième de là finale là. si Paris Saint-Germain se qualifie. Mathieu, Sinon les c'est autres pour affiches Angers Nantes, Paris FC Annecy, Lorient Lens, Auxerre Rodez, Vierzon Grenoble. Donc, petit Vierzon, match. la seule, Ouais. la seule surprise en C'est fait. ça. Bah, c'était pas forcément une surprise parce qu'ils jouaient contre une petite Ouais, ils jouent division contre- aussi. Ouais. Et Toulouse-Reims. Donc voilà des très beaux matchs. d'affiches de Ligue 1, hein. Ouais, Lyon-Lille et Et voilà. Marseille-Paris, ce sera deux matchs. Comme je dis là, on revient sur la Coupe de la Ligue. Ligue 1 Ouais. contre Ligue 2. C'est ça le problème maintenant de la Coupe de France. C'est que Marseille veut repartir avec un titre cette année. Donc, Lyon ça aussi, jouera, Paris aussi. Ça m'étonnerait que Marseille ou Paris fassent tourner du coup. Ah bah là, non, c'est impossible. Là, c'est fini. Bon, Lyon non plus, du Ouais. coup. Bah, pour Lens, Aussi, pour personne. Là, on part sur une Coupe de la Ligue qui sera jouée à 100% jusqu'en finale. C'est sûr. Et même les gardiens, on ne fait même pas tourner les gardiens. Ça, je Paris fait jouer Navas. Hallucinant. Oui, enfin, Navas. Contre Châteauroux, c'est- Navas qui va rejoindre Cristiano Ouais, à c'est- l'anniversaire normalement. Oui. Ouais. devrait. On en a parlé de l'autre Ouais. jour. Mais oui, ça va être des très très beaux matchs à suivre. Et évidemment, on aura le temps d'en revenir dans les prochaines émissions. Maintenant, on va faire un point avec toi, Théo, sur le WRC, le rallye, du coup, qui se disputait à Monte-Carlo ce week-end. Ouais, ce week-end, première manche du nouveau championnat du monde, donc 2023. Et c'est un Sébastien, j'ai envie de dire comme d'habitude, Sébastien Ogier qui a gagné pour la 9e fois de sa carrière au Monte-Carlo. C'est un record tout simplement. C'est sa course. Clairement, c'est sa course. Ouais, en gros, c'est ça. Et donc il a gagné devant le Finlandais Kalle Rovanperä, le champion en titre. Après 314 km de spécial, il a gagné 18 secondes. Donc il faut se rendre compte, après 314 km, qu'il n'y a que 18 secondes d'écart entre deux pilotes. C'est assez fou. Et il a remporté, Sébastien Ogier, il a remporté 9 des 17 spéciales. Donc d'ailleurs, les spéciales, c'est des étapes, en gros, de ce rallye. Il avait gagné les 5 premières d'affilée. Et le troisième, c'était Thierry Neuville, le Belge. Après une seule étape du championnat du monde,
il est forcément premier, Sébastien Ogier. Ouais, mais qui devrait pas longtemps garder sa place, parce qu'il devrait pas faire toutes les courses comme il l'avait fait l'an passé, pour se concentrer plutôt vers les 24 heures du Mans ou d'autres. Oui, pour passer du temps avec sa famille. Oui. Et il a quel âge? Il a 40. Non, il a pas encore 39. Ouais, Oui, 39. Ouais, pas encore aussi. Et on devrait retrouver d'ailleurs l'autre, Sébastien Loeb, dans la prochaine manche du WRC à la traditionnelle étape de Suède dans la neige. Donc ça sera tout début février et ça sera aussi sur Canal, évidemment. Ouais, à suivre et ça s'annonce encore très, très bien et ça va être des très beaux événements. Et est-ce que tu as un pronostic pour qui peut remporter du coup le général cette année? Parce qu'on parle évidemment du Finlandais Rovanperä qui est deuxième au classement, ou encore Neuville qui est troisième. Et il y a Rovanperä, j'y crois un peu. Il y a Neuville aussi qui est, avec l'expérience, il est forcément dans les favoris. Et il y a Otanak aussi qui a fait le pari de retourner dans l'écurie où il a déjà couru, chez Ford. Donc ouais, Otanak aussi, j'ai envie de mettre une pièce sur lui, parce que après je l'apprécie, donc on va mettre un peu la subjectivité de côté, mais voilà, les trois pour moi c'est Rovanperä, Neuville et Otanak. Et donc voilà pour le WRC. Je voulais juste faire un petit point sur WRC2 parce qu'il y avait Nikolai Griazin qui avait remporté le Monte Carlo, mais après le Monte Carlo, alors que toutes les équipes remballaient, la FIA a fait un communiqué et il a été pénalisé de 5 secondes parce qu'il avait coupé un virage dans la 14e étape. Faut le faire quand même. Couper au Monte Carlo, faut le faire. C'est fou. Et donc il a pris 5 secondes de pénalité et c'est le Français dans sa Citroën quand même. Incroyable. Johan Rossel qui a gagné le Monte Carlo sur les terres françaises dans une Citroën, un Français. Lui qui était déçu en plus à l'arrivée quand il y a eu l'interview de l'après-course, il était complètement déçu d'être arrivé deuxième à si proche du premier et finalement surtout au Monte Carlo quand même. C'est très, très beau week-end du coup pour les Français qui gagnent en WRC, en WRC2, franchement très 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 beau. Et également pour les Français ce week-end avec le biathlon féminin qui a encore montré sa suprématie dans les sports d'hiver en fait. Ouais, un très très bon week-end pour les Françaises en biathlon avec, on va commencer avec les hommes en biathlon. Les Norvégiens ont dominé le relais homme dimanche après-midi à Antols à Terzelva, excusez-moi pour si j'écorche quelquefois les pays, en Italie, avec les Français du coup qui suivent la marche en seconde position. Les Françaises, du coup, on en parlait quant à elles, ont réalisé un relais, j'ai envie de dire, de reine, en dominant toute la course, en terminant sur la plus haute marge du podium, avec une Julia Simon qui était clairement en effervescence, avec un sans faute sur les tirs. En biathlon, mais en individuel, cette fois, Johannes Beu est encore impartial dans la poursuite comme dans le sprint. Il s'est imposé donc sur les deux courses, avec une avance considérable sur le deuxième. On lui a mis d'ailleurs les gants de Hulk à la fin de la course. Ouais, pour montrer à quel point il domine le... Ouais, parce qu'en plus, sur le relais homme, la France et la Norvège font 6 fautes toutes les deux. Ouais. Et c'est lui, en gros, sur les skis qui fait toute la différence. Et on finit à 1 minute de la Norvège alors qu'on fait le même nombre de fautes. C'est fou, hein. C'est fou. Comme il est au-dessus des autres cette année. Encore l'année dernière avec Quentin Fillon-Maillet pour rivaliser, mais là, il est imprenable. En plus, là, c'est dommage parce que c'est Quentin Fillon-Maillet qui est un peu plus en dessous sur ce relais, quoi. Et Fillon-Maillet qui, du coup, au classement général, on le regardera après, mais est 4e. Le Français qui s'est glissé au plus haut du classement, j'ai envie de dire, il est seulement 6e et c'est Émilien, donc Jacquelin. Chez les filles en individuel, le week-end a été un peu plus compliqué. On a une seule Française lors de la poursuite du samedi qui est Lou Jean Monod qui a terminé à la 8e place. Bon, c'est pas elle qu'on voit afficher, mais bon, voilà. C'est l'Allemande du coup, Denise Hermann-Wick qui a remporté donc la poursuite ce samedi et qu'on voit à l'écran. En ce qui concerne le ski alpin, on a Johan Claret qui a retrouvé des couleurs ce samedi lors du slalom homme à Kitzbühel en Autriche en terminant 2e de la descente homme, devancé par le Norvégien Amod Keild. Une 5e victoire sur ce parcours pour le Français, donc ça fait 5 fois qu'il gagne en slalom en Autriche. Chez les femmes, en descente, c'est la Slovène Stuhek qui a remporté la descente de Cortina d'Ampezzo en Italie. Plus compliqué pour l'américaine Michaela Schifrin qui termine seulement 7e de cette descente, un résultat assez surprenant. Ouais, mais qui est toujours largement devant au classement général, on va le voir. Mais... On va vite jeter un œil du coup sur le classement rapidement avec Alexander, si on peut afficher le classement homme. Enfin le classement, les classements. On a les deux maintenant. Le classement donc avec Alexander Keild qu'on voit essayer de se rapprocher petit à petit de Marco Odermatt qui n'a pas fait une grosse performance ce week-end, qui a été assez fantomatique. Et chez les femmes, Michaela Schifrin qui malgré du coup
ses performances décevantes, garde la tête face à Petra Vlhova qu'on ne voit plus trop non plus sur les courses. Pour le biathlon, si on peut afficher aussi le classement, on a encore du coup Johannes Beu qui est clairement devant, mais Legreit qui tient quand même la cadence et qui essaye de rester au contact. On a Fillon Maillet, le français, qui essaye aussi de se raccrocher aux 3 Norvégiens du podium, mais qui peine un peu malgré tout. Et pour les filles, on a bien sûr Julia Simon qui reste toujours première et qui consolide sa place avec Auberg et Vitozzi qui consolident ce podium. Mais qui a quand même beaucoup moins d'avance que Johannes Beu. Après, oui, Julia Simon, cette saison, elle monte encore de façon en puissance, elle prend de plus en plus d'assurance. C'est sûr que Johannes Beu, ça fait déjà beaucoup d'années qu'il domine, donc voilà. Mais en tout cas, un bon espoir français. Et un très bon week-end quand même pour les Françaises. Pour les Françaises. Et en ski alpin, d'ailleurs, il y a, avec Kilde, tu l'as dit, il se rapproche de Darmat, mais il peut pas jouer le gros globe de cristal parce qu'il est spécialiste de la descente. Et d'ailleurs, on en parlait la semaine dernière, il a gagné Evengen et cette semaine à Kitzbühel, qui sont les 2 plus prestigieuses. Ouais. Et il fait le doublé. D'ailleurs, dans des conditions... oui, c'était tempête de neige et donc il y avait de la poudreuse, c'était l'enfer. C'est sûr. Et d'ailleurs, il y aura la Mass Start en ski de fond homme aux Rousses, voilà, la station des Rousses. Donc c'est un événement aussi de ski qui sera à suivre en France le week-end prochain. Voilà. Avant les championnats du monde, bien sûr. Dans 2 semaines. À Courchevel. Ça c'est en ski en ski alpin, oui pardon. C'est à Oberhof en biathlon. Merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. Merci à la régie d'avoir géré comme d'habitude. Merci aux chroniqueurs d'avoir été présents et ceux qui sont sortis aussi. N'hésitez pas toujours à nous suivre et à partager vos avis sur les réseaux sociaux et même sur Twitch ou sur Instagram. Et puis rendez-vous jeudi à 18h, je crois. À 19h. Toujours à 19h pour cette prochaine émission. Merci à tous, bonne soirée. Salut. You like it soft when I'm always so loud, but at the end of the day we're still hooked on the same sound. You make me feel loved and you make me feel worthless. I drive you insane but you know